Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Artop TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Smou Sauzé. Bonjour Smou. Bonjour Régine, Ça va bien? merci de l'accueil. Et je voulais vous présenter Patricia Georgie. Patricia qui sera avec moi, qui animera une émission qui s'appellera La Poésie. Voilà, les minutes de la poésie. Un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Smou, on revient à toi. Parisien d'un tempérament solitaire, ton adolescence, tu l'as passé au contact de membres actifs en hip-hop, underground. Oui, disons que étant un résident du 18e, quand j'étais au collège et lycée, enfin surtout ma période de lycée, j'ai rencontré des personnes qui étaient activistes dans le milieu du rap, du hip-hop notamment plus précisément, et qui a travaillé avec des personnes du ministère amer. J'avais un de mes camarades de classe, Jean-Marie, qui est sous le nom de Scofia dans le groupe LBS, côtoyé le ministère amer, donc Doc Gynéco et Stomy, à l'époque où il habitait dans le 18e à Port-de-la-Chapelle. Donc forcément, je me nourrissais un peu par procuration de ces expériences à l'époque où faire des concerts était très dangereux, où ça se terminait souvent en bagarre avec des coups de feu et compagnie. Si on assurait un peu trop le concert par rapport aux artistes résidents, ou si la copine de tel artiste a des vues sur l'autre qui passe avant ou après. Voilà. Et moi, j'étais petit camarade de classe, je l'écoutais. Je me voyais pas faire du rap de par mon timbre de voix. Je commençais à écrire déjà. Et je me disais, voilà, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas où trouver ma voie. Et ce n'est que quelques années après que les choses ont pu se mettre en place, et toute cette expérience que j'ai pu nourrir à travers son écoute, et que j'ai eu après d'autres confrères lorsque j'étais à la faculté, m'ont nourri et ont construit un petit peu ma vision artistique et aussi un peu du business et ma mentale de artiste en devenir. Voilà. Quel était t'as été fan de quel artiste, à vrai dire, celui qui t'a le plus touché? Alors en fait, comme beaucoup de ma génération, donc moi je suis de 76, dragon de feu en astrologie chinoise. Je suis la même année, pour situer un peu dans genre Booba, Driver, ou pour les X-Men, il et Cassidy, je suis de la même génération, ou en acteur Colin Farrell, tout ça c'est l'année 76, pour situer un peu quelles sont mes références et à l'époque à laquelle j'ai vécu. Et moi en fait, forcément, Jackson et Prince, c'était les dieux des années 80 et qui continuaient à être des tauliers dans les années 90. Je commençais à découvrir le hip-hop. Au niveau West Coast, Snoop et Ice Cube qui cartonnaient. Et au moment où je suis rentré à la fac en 95, New York qui reprenait ses lettres de noblesse en 93-94. Moi, j'ai découvert en 95 avec les Mobb Deep, Nas. Et puis après, tout ce qui est Trap Called Quest, De La Soul, comme ces deux groupes de hip-hop qui font la part belle aux chanteurs. Et également Gangstar, parce que j'adore les prods de DJ Premier. Donc tout ça, c'est mon background de base. Et j'écoutais que des artistes solos, car étant fils unique, famille monoparentale, donc dans mon coin, il y avait personne qui chantait. Il y avait que des gens qui rappaient dans mon entourage. Je connaissais pas de chanteurs. Forcément, j'écoutais que des artistes solos pour m'en imprégner. Donc ça allait de Lenny Kravitz, Terence Trent D'Arby, Kedia Jones. Et quand c'était des groupes de pop rock, donc ça allait à U2, In Excess, ce genre de choses. Mais plus tard, est-ce que tu as chanté justement avec un groupe? Alors justement, c'est quand je suis rentré à la fac. Ouais. J'étais lorsque j'étais en terminale, j'étais dans un atelier théâtre où toutes les terminales de France avaient possibilité via un atelier théâtre de performer à la fin de l'année. Donc moi, quand en quatrième, ma prof de chant, Madame Thirion, pour ne pas la citer, c'était sa dernière année avant de partir en retraite, m'avait dit je sens que vous avez un brin de voix, j'aimerais bien vous chanter en fin d'année à mon récital. Elle m'avait demandé de chanter, donc j'ai chanté l'air de Papageno, fait chanter de Mozart et Plaisir d'amour devant mes camarades de classe et mes profs qui étaient là. Et les retours ont été unanimes. T'as un grain de voix, t'as quelque chose. Donc à ce moment-là, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête. Et moi, je me suis dit, moi, la musique, c'était la danse qui m'intéressait, mais je me voyais pas chanter parce que je me disais, j'avais une voix de casserole et tout. Voilà.
Et quand ce déclic a été fait, à ce moment-là, je me suis dit, ben, il faut que je vois si je suis timide sur scène ou pas. Et c'est pour ça, lorsque j'étais en terminale, dès que j'ai vu un atelier théâtre, je me dis, je vais y aller Je me lance. pour me tester. Et quand j'ai vu ça, ben, l'année d'après, quand moi je suis passé à la fac, mes anciens collègues qui étaient restés, pour ceux qui avaient redoublé, l'année d'après, j'ai été les voir et j'ai rencontré JLB, donc le beatmaker du groupe En Trois Actes, qui avait sa petite amie qui était une ancienne collègue à moi, que moi j'allais voir. Et il y a eu un coup de foudre humain, un vrai feeling. On était fans de Jackson et Prince. Et il me parlait de plein d'artistes. C'était un puits de science qui a 10 ans de plus que moi. Et moi, je suis assez boulimique au niveau... Tu t'es nourri. Voilà, je me suis nourri et direct m'a fait... Je vais te présenter le chanteur de mon groupe, Dédi. Et une semaine après, j'allais les rejoindre chez eux à Courbevoie. Et il avait préparé plein de CD. Voilà, il va falloir que tu bosses sur ces gars-là et tout. Je dis, mais comment tu sais que je suis dans cette tonalité? T'inquiète, on a l'oreille. Rien qu'en parlant avec toi, ça, voilà. je sais que ton grain de voix, voilà, il correspond est dans à ça. ça. Et c'est comme ça que mon horizon, le champ des possibles s'est exprimé. Où là, ben, j'ai embrassé l'horizon de tout ce qui est groupe. Donc le monde des harmonies. Tierce, harmo, aigu, grave, tout ça. Là où moi j'écoutais que les leads en fait. C'est ça, oui. J'avais pas un petit frère ou une petite sœur pour toi tu fais cette voix, moi je fais ça, comme ça, on fait les chœurs. J'ai conjugué, voilà. mais c'était pas possible. Je pouvais pas. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert Jodeci. Bon, j'avais entendu parler un peu, mais là vraiment Jodeci, Blackstreet, que j'entendais un petit peu parce que via Jackson je connaissais Teddy Riley. Tu t'es rapproché d'eux en fin de compte. Voilà. Et tous les groupes de R&B. Bon, j'avais mon petit background de par les artistes que j'écoutais, mais là, j'ai été en profondeur et vraiment dans la science et l'étude de cet art-là, des harmonies. Tu sais, moi, justement, je t'ai abordé quand je t'ai entendu chanter au pavillon Baltard, parce que justement, son grain de voix, Patricia, m'a interpellée. Donc, je suis allée vers lui et j'ai pris tes coordonnées parce que je voulais absolument te recevoir à la radio. Merci infiniment. Et effectivement, c'est juste en sortant de scène, je témoigne, je confirme. Cette proposition m'a honoré. Alors, je voulais te poser la question avant de laisser la parole à Patricia. Pourquoi ton nom de scène Smooth Sosé? Alors, moi, quand j'étais dans le groupe En Trois Actes, mon nom d'artiste était Mike G. L'initiale de mon nom de famille est un G, donc donc c'est pour ça j'avais contracté, j'avais fait Mike G. À l'époque, tout le monde m'appelait Michael parce que fan de Jackson. Donc les filles m'appelaient Michael parce que je dansais et les mecs m'appelaient Michael parce qu'ils savaient que je chantais. Mais l'un et l'autre ne savaient pas que je faisais l'un et l'autre. Et jusqu'un jour où... Tu as biaisé, en fait. Et quand j'ai intégré le groupe En Trois Actes, il me fallait un pseudo. Et je me suis dit, ben voilà, on va contracter, ce sera MacG. Et quand j'ai intégré le groupe En Trois Actes, dont la finalité a été une signature sur le label de Eben Prod, donc indépendant. Un label indépendant, mais qui était signé en édition chez Scorpio Music. D'accord. Donc, Scorpio Music, pour ceux qui savent, si ça vous dit quelque chose, Scorpio Music, c'est Henri Bellolo. Henri Bellolo, c'est monsieur Disco, en fait, dans le sens où Village People, qui pour beaucoup est un groupe américain, en fait non, c'est un groupe construction française avec un casting de 5 chanteurs, enfin 5 danseurs américains. C'était un premier boys band quelque part, Disco. Qui avait très bien fonctionné. Et comme il a bien cartonné avec ça, en fonction des décennies de la musique, il a réitéré. Donc dans son écurie, il y avait la période début 90, enfin mi-90, au niveau de la techno, il y avait les Hollandais, Toon Limited, il y avait Gala, que pour les Bleus, son tube est revenu au goût du jour. C'était l'hymne des Bleus pendant le dernier, la Coupe d'Europe et le Mondial. Il y a FL65 aussi, il y avait Ultra Naté. Tout ça, c'est l'écurie Scorpio Music. Et comme ils voyaient les prémices du R&B, ils se disaient peut-être on peut tenter en France. Donc ils avaient signé quelques artistes, dont nous, donc via leur sous-label Avant-Garde pour la partie R&B, ils intégraient le label Eben Prod, donc de Hervé Benamou, donc Eben Prod, donc Hervé Benamou, qui était le producteur de L'Âme. Donc son fait d'armes, c'est d'avoir eu L'Âme, disque de diamant avec Chanter pour soi, reprise de Michel Berger, ce qui est pas rien. Oui. Donc ça lui donne une certaine résonance, une certaine assise quand il va démarcher un label comme Scorpio Music. Et il nous avait proposé, car on avait fait une reprise de Marc Lavoine, cher ami, à la sauce... Qui a eu un très grand succès, du reste.
Sur ça, Sur ça. Ça a été un beau succès d'estime dans le sens où il était C'était sur reconnu. Voilà. je savais pas qu'il y avait toutes les radios des Quick de France. Il y avait une espèce de playlist et on était dans le haut de la playlist de tous les Quick de France à l'époque. Et le single était, le spot radio tournait sur Énergie et ça a été bloqué pour des raisons de business, tout simplement. C'est Parce dommage. que ce soit Skyrock, Énergie ou Fun Radio, ça discute les points. Si je mets en grosse playlist votre morceau, sur les ventes, Il faut combien je gagne. Tout à Et fait. pendant presque 3 semaines, un mois, avec notre maison disque et Énergie, ça chipotait, oui, nanana. Nous, on avait été lors de la finale du championnat, la Coupe de France, c'était la ville de Lille qui est arrivée en finale face au tenant du titre de l'époque, je crois que ça devait être Lille, Lyon. Et il y avait entre 10 et 15 000 personnes devant la place de l'hôtel de ville. Il y avait Organize qui était là, il y avait Tilliquet qui était produit par Rudy Joseph des Poetic Lovers, il y avait Francky Vincent qui était là, nous-mêmes et quelques groupes house techno. Et on avait fait notre morceau Cher Ami qui tournait sur leur radio, qui est Radio Calais, Radio 6, voilà, sur Calais. Et voilà. T'as pas été aussi sur Radio Africa? Alors Africa numéro 1, Voilà, c'est numéro un. après moi pour en artiste solo. Pardon, je précise, faut me cadrer, je fais des longues boucles, je m'en excuse. La question était pourquoi Smooth Sosé. C'est Je ça. m'excuse C'est pas Régine, grave, mais c'était intéressant. je reprends le fil d'Ariane. Non, mais je t'ai laissé parce que c'est intéressant ce qu'il nous disait, et donc je voulais que tu développes davantage, ce qui était parfait. Alors quand on parlait là en 3 axes sur la fin au niveau de la promo, parce que officieusement j'étais un peu l'attaché de presse, parce que bon, je trouvais que la maison de disque faisait pas bien son travail sur ça. Donc tous les articles qu'on a eu dans la presse spécialisée, c'était moi qui avais démarché les magazines, que ce soit l'Affiche, Radical, RER à l'époque, et Da News, magazine que j'allais intégrer après, parce que j'ai eu un feeling avec le rédac chef, les co-rédac chefs Calangueta Fial et Puissant, Pascal Bordy. Si je t'interromps, c'est là que tu as repris ton nom. Alors en fait, plus exactement, c'est là que j'ai choisi. Si. En fait, comme j'allais écrire en tant que rédacteur dedans, Voilà. donc dès qu'il y avait des artistes internationaux, il n'y a pas de problème. Bon, la personne me connaît pas, il n'y a pas de problème d'éthique. Mais si je devais interviewer des artistes français, il fallait que ce soit des rappeurs. Il fallait pas que ce soit des chanteurs parce que forcément ils me connaissent. Et même certains rappeurs m'avaient déjà vu sur scène avec mon groupe en 3 actes. Donc, quand j'écrivais les articles, il me fallait un blaze incognito. Donc Smooth, depuis les quelques minutes que je parle, vous avez compris, mon timbre de voix est smooth. Donc Smooth avec un V et non pas TH comme smooth, mais smooth. Et Sosé, en bon cinéphile que je suis, par rapport le classique de Brian De Palma, Usual Suspect, en référence au héros Kaiser Sosé, car pour ceux qui connaissent la fin du film, il ne faut jamais sous-estimer la personne qu'on a en face de soi. Car à la fin, on se rend compte que Kaiser Sosé n'est pas celui auquel on croit. Et moi, je me disais, en tant que rédacteur dans un magazine, tout le monde connaîtrait mon nom sans savoir qui se cache derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris Smooth et Sosé. Donc j'ai écrit au sein de Da News pendant près d'1 an et demi où j'ai pu interviewer plein d'artistes. Ça va de Mel B des Spice Girls quand elle avait tenté son album solo, ça va à Akon, ça va à Rihanna, sa première venue en France pour son album Son of the Music of the Sun avec son single Pump the Replay. Ça va à Usher, à L'âme aussi. L'âme, non, c'est pas moi qui l'ai interviewé parce que c'était une ancienne collègue de maison de disque. Voilà, mais mon confrère Calanguet l'avait interviewé. Et par rapport à ça, quand après j'ai arrêté Da News pour me consacrer à moi en artiste solo, donc 1 an après avoir quitté en 3 actes, j'ai sorti un maxi vinyle, L'Alchimiste, en 2001. Et j'ai repris mon blaze MacJ et 1 an après ça, au niveau de la SACEM, j'ai vu que ça posait un problème. Il y avait un MacJ chez les anglophones d'un groupe de Jungle Brothers. Qui était obligé à changer. Et j'ai dû changer. Je me suis dit, finalement, mon pseudo que j'avais dans le magazine Da News, tous mes camarades me disent, mais prends-le en tant qu'artiste, ça déchire et tout, ça te permet de tourner la page et tout. Et c'est quand j'étais au Canada, à Montréal, en 2004, c'est là j'ai rencontré Malik Shahid, qui, comme toi, interview plein d'artistes sur Sainte-Catherine à Montréal, donc c'est un peu les Champs-Élysées de là-bas. Et c'était un peu le MTV MCM de chez eux. Dès que tu avais Jay-Z ou Nas qui venait, ou Booba Orof qui allait à Montréal, il passait par là. Et moi, je l'avais rencontré car j'avais un ami, un plug,
qui m'avait donné ses coordonnées. Et il m'a dit, oh, MacG, c'est bien, mais c'est un peu old school. Il faut que tu changes, un truc plus moderne. Ton blaze Smooth Sauzé, c'est mieux. Je vais te présenter les beatmakers, les hitmakers d'ici et tout. Et il m'a présenté à différentes personnes, dont Sonny Black, qui travaillait avec une personne que je ne connaissais pas encore, qui allait arriver quelques années après, Corneille. Il me parlait d'un certain Camaro. Pareil, on ne connaissait pas encore. Et voilà, j'ai pris 2 prods à ce Sonny Black. Et voilà, donc Smooth Sauzé, en me l'appropriant en tant qu'artiste, prenait une autre consonance. Là, il y avait un côté yin-yang, smooth pour le yin, Sauzé pour le yang. Et voilà, ça, quelque part, rien n'était un hasard. Voilà. Et alors, je voulais poser, quand tu écris, parce que tu écris tes chansons, est-ce que tu te réfères un peu sur la poésie ou pas? J'en viens à te dire ça parce que justement, Patricia Killa écrit des poèmes et je pense qu'elle va te lire un poème qui te correspond. Yes. Alors, l'oiseau. Et non pas comme Michelin, fait comme l'oiseau. Ensuite, je vais vite le retrouver. C'est pas grave, on va y revenir si tu... Voilà. Et on parlera un petit peu après, une fois que j'aurai terminé. Avec grand plaisir. L'oiseau. À l'horizon, une douce mélopée s'envole. À tire d'aile, un nuage s'enfuit. L'impression volatile d'un sentiment passager. Il a quitté son nid pour d'autres aventures. Il couvait son départ, impossible à saisir. Sur les bras d'un arbre, il y posa son art, dénichant quelques vers pour nourrir son poème. De sa peau de duvet, il devint porte-plume pour inscrire en toutes lettres son prénom. Liberté. Paresseux ou passereau, il en est des rapaces. Attention à vos tours, il n'aime pas la cage, l'oiseau. Il relie le ciel à la terre en lissant son plumage et garde le secret des anges, le langage. Avec lui, l'âme ne meurt jamais, elle suspend son vol. Il fend l'air et voltige, heureux de sa légèreté, quand amoureux de son bec. Il lâche un tendre baiser. L'oiseau, à l'horizon, une douce mélopée s'envole. Wow. Merci Patricia pour cet instant de grâce. Tu m'as donné, ça m'a inspiré un petit peu. Donc, je voulais juste te poser comme question, est-ce que tu pourrais dire que tu as une âme de poète ou tout simplement tu te nourris de poésie? Très bonne question. Sur le plan existentiel et éthique, c'est compliqué de se définir soi-même en tant que poète. Ça peut paraître un peu pompeux, mais on va dire au moment de mon adolescence, lors de mes premiers émois, 15 ans pour être précis, mon truc, c'est que j'étais bon en français. Ma prof de français me disait, oh, j'écrivais des rédactions, que ce soit à la maison ou mon devoir sur table. J'avais des envolées lyriques et tout. Je me disais, mais c'est pas possible. Et d'autres profs, vous voyez les notes que j'avais, disaient, mais c'est pas possible. Quelqu'un écrit pour lui. Et ma prof disait, non, 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 que ce soit en devoir sur table ou à la maison, c'est le même niveau d'écriture. Et il disait, mais c'est une maturité qui n'est pas possible pour un enfant de cet âge. C'est que lors de mes premiers émois, premier chagrin d'amour, j'étais inconsolable et je trouvais un refuge. Donc avant d'écrire des chansons, j'écrivais des poèmes. Mes faveurs allaient, à cette période scolaire, les lycées, on met très en avant Baudelaire. Il se trouve que c'est pas le plus mauvais. Donc le classique Les Fleurs du Mal. Quand j'écoutais Mylène Farmer qui mettait en avant l'horloge de Baudelaire, ça aidait aussi à avoir une appétence pour cet auteur-là. Via Gainsbourg, j'allais un peu vers du Verlaine, mais je sais pas, j'avais une petite tendresse particulière pour Aragon, les yeux d'Elsa, il ne m'est paru que d'Elsa, donc j'aimais me nourrir un peu de ça, et Somerset Maugham, des choses comme ça, et j'aimais justement voir dans ses écrits exprimer ce mal-être que je pouvais avoir, et que en fait mon rapport à la musique, c'est pas nécessairement besoin de grandeur, d'être adulé par des femmes qui arrachent leurs vêtements, d'avoir tous les ados, d'avoir leurs posters, des posters de moi dans leur chambre. C'est un besoin existentiel de m'exprimer, en fait, de poser mes mots
dans le langage des oiseaux, hein, pour reprendre le poème que tu as choisi, poser mes mots sur le papier, un petit peu un exutoire, voilà. Par rapport en tant que fils unique, le monde imaginaire que je pouvais me construire, ce genre de choses. Même si j'étais très sociable, j'étais le mec solitaire qui s'adaptait dans tous les clans. Donc à l'époque, on pouvait dire intello, mais c'était pas le côté péjoratif qu'il y avait à l'époque, où maintenant ce serait geek, parce que geek c'est plus sexy qu'intello. Parce que comme j'étais bon en sport, il n'y avait pas le côté bouffon de l'intello. J'étais bon en sport, mais en même temps, j'étais un peu dans ma bulle, je lisais des trucs, je savais un peu tout sur tout, parce que j'étais un boulimique de plein de savoirs, en fait, de connaissances. Et dès que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était un spécialiste sur un sujet, sur quelque chose, je l'écoutais religieusement pour m'imprégner. Et effectivement, la poésie a été un grand support pour moi, jusqu'à ce qu'après, j'ai commencé à vouloir écrire des chansons. Et là, je me suis dit, ah mince, pour écrire des chansons, je dois charcuter mes poèmes. Donc je me suis dit, non, je vais écrire des chansons directement. Voilà. Donc voilà, merci pour cette passerelle que tu m'offres. Tu es parti directement après sur l'écriture de la chanson. C'est ça. Donc tu as laissé les envolées lyriques, c'est ça? Est-ce que... On essaie toujours d'être lyrique quelque part. Le premier single de mon premier album, Musico Sapiens, sorti en 2007 en autoprod, c'était Submergé de spleen. Donc quelque part, je voulais montrer le ton. Voilà. Même si je parle d'amour, ce genre de choses, l'amour n'est qu'un prétexte à parler d'autre chose. Dans Submergé de spleen, du temps où on faisait 3 couplets, hein, là maintenant c'est un couplet, des refrains, un pont et refrain. Submergé de spleen, donc je voulais exprimer une frustration. Bon, je précise, je suis Libra, donc je suis un fils d'automne. Donc quelque part, la mélancolie est un peu dans mon ADN d'une certaine façon. Donc le spleen, forcément, j'ai une appétence pour ça. Et dans les 3 couplets, je voulais parler du spleen, la frustration d'ordre existentiel, d'ordre amoureuse et d'ordre financier. Donc la frustration, le spleen, le mal-être sous 3 formes différentes. Mais tu sais que la mélancolie, justement, c'est celle-ci qui donne de très belles chansons. Je suis originaire de la Guyane, et quand on est guyanais, on est forcément brésilien de cœur. Donc tout ce qui est la bossa, et puis aussi, bon, le soda du Cap-Vert de Césaria Évora. Enfin, je suis sensible à tout ça, il est vrai. C'est un mélange, en fin de compte, de musique. Complètement. C'est beau, moi je trouve que c'est beau. Alors moi, tu voulais lui poser une autre question? Non, j'aurais bien aimé l'entendre surtout. L'entendre chanter. Mais je pense qu'à la fin de cet enregistrement, on aura le plaisir d'écouter ta voix. Moi je voulais te demander, est-ce que tu as encore dans ton tiroir des chansons qui sont en attente? Mon deuxième album, Aquarius Aera, donc Aquarius Aera, pour faire dans le prolongement, rester un nom en latin, mais après Musico Sapiens, Aquarius Aera, donc l'air du verso. Donc vous avez compris, je suis Libra, je suis pas verso, c'est plus le côté dans l'ésotérisme et l'air du verso. Donc on a une galactique, on est censé être sorti de l'ère du poisson et rentrer depuis 2012 ou depuis quelques années, on va dire, vers l'ère du Verseau, une ère où la spiritualité a un peu plus de place dans notre quotidien. Donc voilà, j'ai voulu appeler cet album-là car il y a des morceaux qui sont en référence et dans cette direction-là. Et oui, il y a des morceaux qui sont dedans. Alors dis-moi, tu as des projets? Quels sont tes futurs projets? Alors dans mes projets, donc il y a mon EP, Interstellar, qui sortira en octobre. Et le dernier titre de ce EP sera un snippet de mon album Aquarius Aera. Snippet, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un snippet, c'est une forme de medley. Un medley, en fait, c'est un mélange, un florilège des sons existants qui sont déjà sortis. Mais là, comme c'est des sons qui ne sont pas encore sortis, ça s'appelle un snippet et non pas un medley. Donc pour présenter un peu ce que sera mon album Aquarius Aera, que j'espère sortir début 2025. Tu l'enregistres où, cet album? Alors j'ai enregistré à différents endroits. Normalement il devait sortir en 2015. J'avais sorti en 2014 un EP qui s'appelait Stargate. À la fin il y avait un snippet, celui que je t'ai envoyé, dans lequel il y avait... à l'époque, le snippet de cet album-là, qui entre-temps a changé car il y a eu des morceaux bossa. J'ai eu un périple par rapport à, encore une fois, le poème L'Oiseau que Patricia a choisi. J'ai eu des péripéties car j'ai voulu faire le saut de l'ange. J'ai tenté une expatriation à New York. J'ai eu des grosses galères. Bon, l'ordinateur où il y avait tous les sons de l'album
a péri par le feu, Ah ouais, d'accord. la chambre où j'étais, tout était perdu et tout, et j'ai dû recommencer à zéro. Et en étant au pied du mur, j'ai fait plein de belles rencontres, et ce qui fait que je suis revenu après en France avec plein de souvenirs et plein d'images, et voilà. Même joueur joue encore, mais avec un autre horizon. As-tu découvert justement aux États-Unis des artistes que tu connaissais, comment dirais-je, que tu as entendu, mais que tu t'es attardé davantage dessus, Euh, non, c'était que des artistes que que tu je connaissais bien? connaissais. Sinon, après, c'était des artistes comme moi euh, qui sont à un niveau professionnel, mais qui ne sont pas connus du grand public. Donc, qui sont quelque part dans le sas de côtoyer les artistes connus, médiatisés, respectés par ces personnes-là, mais pas connus du grand public. Donc, quelque part, j'ai rencontré pas mal de mes homologues en mode win-win. Euh, et en connu, bon, j'ai pu croiser, j'étais souvent en studio avec un ingé son qui s'appelle Kevin Gegel, qui était dans un studio qui s'appelle Première Studio. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un studio qui a eu différents noms, hein. C'est un studio sur Times Square à New York, qui est à côté du bâtiment M&M's. Pardon, j'ai cité une marque, je m'en excuse. Il a le mérite que c'est là que Tupac a été shooté. Quand je dis shooté, c'est pas là où il est mort, car tout le monde sait qu'il est mort à Vegas, mais l'épisode où il a été shooté, où il pensait qu'il avait été attaqué par son ancien camarade Notorious Big et Puff Daddy, c'était dans ce studio-là, Première Studio. Et j'allais souvent dans ce studio-là, plusieurs fois par semaine, avec Kevin Gagel, qui était dans le bête de studio, et il me faisait écouter des sons qu'il avait mixés pour des grandes stars, dont Busta Rhymes. Et il m'a fait écouter un son que Busta Rhymes a fait avec une grande artiste pop qu'elle n'a jamais sorti encore à ce jour, alors que bon, c'était vers 2015. Et voilà, j'ai eu plein d'anecdotes de dingue. New York a rempli ses promesses, comme on dit. Alors toi, t'aimerais pas enregistrer justement dans ce studio-là? Tu serais pas intéressé? Bien sûr, bien sûr. Bah oui. On s'est amusé, on a fait des freestyles choses, mais c'était pas des choses qui ont été enregistrées, mais j'ai fait des choses dans d'autres studios à côté, mais c'était une belle expérience. J'imagine. Et ça permet aussi de se décomplexer des personnes Qui sont intouchables. Je suis pas du genre à idolâtrer, Voilà. mais qu'on va mettre un peu sur un piédestal et tout, de se rendre compte que finalement on n'est pas si loin que ça. En vrai, c'est une histoire de rencontres, de rigueur aussi, mais c'est beaucoup de rencontres, de chance et d'alignement des planètes aussi, de savoir saisir l'instant, le bon moment, voir quand le moment est là, savoir patienter quand il faut, et c'est un mélange de plein de choses, quoi. Et quand tu es allé là-bas, les artistes que tu as pu rencontrer, lequel t'a le plus surpris? Il y en a un que je connaissais, c'est un grand saxophoniste, donc dans le domaine du jazz, Jacques Schwarzbart. Il est d'origine guadeloupéenne. Il a pu, chez les internationaux, jouer pour des artistes comme D'Angelo. C'était au moment où c'était l'année où D'Angelo faisait son comeback de son 3e album, 14 ans après le mythique Voodoo. Pour ceux qui connaissent Voodoo, bon, dans les top 100 des albums qui ont changé le game dans le monde, tout est reconfondu. Voodoo est dans son top 100, tout comme Jackson avec Thriller est dedans, ou The Mystic Education of Lauryn Hill est dedans, et j'en passe, et plein d'autres. Et j'ai pu côtoyer Jacques Schwarzbart, qui lui avait travaillé avec D'Angelo, et quelques semaines après, à la mythique salle de Harlem, le Apollo, où Jackson ou James Brown a chanté, D'Angelo faisait son comeback dans cette salle qui était fou, pleine à craquer. Sinon, c'est des personnes que je connaissais qui étaient expatriées, c'est plus des grandes sœurs. Il y avait les Nubians qui étaient là, donc c'était du temps, elle vivait encore à Brooklyn. Depuis, elle est en Guadeloupe, je l'ai revue en Guadeloupe il y a presque 3 ans, jour pour jour, à Pointe-à-Pitre. Je l'embrasse. Et sa sœur Célia, elle est revenue à Paris, mais elle se retrouve ponctuellement pour des événements, des concerts, que ce soit ici aux États-Unis ou au Cameroun. Donc voilà, j'ai pu les voir, et pareil, elles avaient une salle, une résidence sur
Brooklyn Bowls, une grosse salle sur Brooklyn, dans laquelle Questlove, le batteur mythique de The Roots, qui notamment est sur l'émission de Jimmy Fallon, où c'est le musicien derrière le batteur de le band derrière Jimmy Fallon. Questlove a une résidence à Brooklyn Bowls, et une fois par mois, il offrait aux Nubians la possibilité de faire un concert. Et malheureusement, j'étais reparti au moment où il disait dans un mois ou 2 mois, si tu veux, la prochaine qu'on fait, on te met en préparation. J'étais reparti parce que je devais rentrer. Je me dis, j'ai raté ce. Oui, parce que c'est cool quand même. C'est pas rien. C'est rarissime. Une belle salle sur New York. Bon. C'est bon. Comme dirait Goldman, il n'y a pas d'acte manqué, mais quand même. Quelle serait aujourd'hui la chose dont tu rêverais? Quand on est artiste, on rêve de beaucoup de choses. J'imagine. Et ce sont les rêves qui nous motivent chaque jour. Qui nous nourrissent également. Je dirais vivre de mon art aux 4 coins du monde. Pas besoin d'avoir des millions et des millions de... Excusez-moi. J'ai pas besoin de... Apparemment, c'est le sujet qui me trite sur la gorge. Et j'aurais peut-être pas dû poser la question. Un petit coup de café, pardon. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Et disons oui, de pouvoir voyager aux 4 coins du monde pour être citoyen du monde, un peu comme un Manu Chao qui est aux 4 coins du monde et tout. Et te nourrir de toutes ces cultures. De toutes ces cultures. De toutes ces richesses. Et voilà, parce que c'est vrai que chaque pays a une écoute différente et voit les choses différemment. Et puis le voyage, les Romains disaient, le voyage forme la jeunesse, mais on a vu plein d'artistes quand ils ont été à tel et tel endroit qui étaient transformés. On a vu les Beatles quand ils étaient partis en Inde, ils reviennent, ils font l'album Sgt Pepper. Pareil, Bowie ou U2 quand ils ont été à Berlin à l'époque. Berlin, c'était important à l'époque. Ils ont fait des albums mythiques. Art on Baby pour U2 ou Bowie, c'est là il fait You Can Be Heroes. C'est ces période-là. Enfin, il y a des destinations, ça vous change. Il y a un son, il y a une vibration et oui, pouvoir voyager à travers mon art et toujours créer. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ce que tu fais ou est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors sur les réseaux, donc Smooth Sauzé, donc sera inscrit sur la vidéo que mettra en ligne Régine, donc Smooth SM2OV et Sauzé SAUZ. Voilà, vous pouvez me googliser, vous trouvez les liens, la page Bandcamp, l'Instagram, le Facebook et voilà. Smooth Sauzé, moi j'étais ravie de te recevoir. C'était un plaisir partagé. Et je vous dis à tous, à toutes, à très bientôt et n'hésitez pas à nous regarder. Au revoir. Merci. À bientôt. Soit tout ce que je kiffe reste dans les bars. Qu'on vienne en aucun cas me dire que l'on ne pourra jamais se placer. J'ai choisi la sombre religion en guise de pierre philosophale. Le studio pour me battre en communion sur scène, je fais ce que j'aime. Ma voix.
plus profond. Certains vont même jusqu'à se placer dans des feats en parlant thérapie. Mais j'en ai marre de tourner les pages. Je n'en peux plus de devoir briser mon cercle d'amis. Mais c'est trop tard, en plein dérapage. On m'a enlevé l'envie de vivre pleinement ma vie. Où je fais, il y a de l'espoir pour toi et moi. Si tu y crois, peu m'importe ce que les gens disent, j'irai construire un empire. J'ai cet instant charnel, qu'on soit complice devant l'éternel. Comme la clé de voûte d'une œuvre inestimable, car ne pas l'être ne peut être acceptable. Et si un jour on voulait me dupliquer, ce serait trop tard car je serais trop élevé. Depuis que tu es mien, tu fais partie des nôtres. Toi seul as su me faire oublier les autres. Je sais que tu m'aimes. À mal et perdu mon veau. Tu es ma reine, je suis devenu ton apôtre. Il me dit, je fais ce que je peux vu que je suis dragon de feu. Donc je viens ben comme la Célessao. Plus de temps à perdre, mets-les-toi sur le maillot. Ça fait de la jalousie, trop de délation et trop de lâcheté. Rendre la vie éphémère comme tes sachets de thé.